Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour des cas de méningite enregistrés dans la commune d'Agadez qui ont atteint le seuil d'alerte. Ensuite, nous parlerons de la dégradation de la situation sécuritaire dans le département d'Ayoru, aux régions de Tillabéri. L'actualité, c'est aussi les préparatifs de la campagne agricole 2023 au Niger. Plusieurs localités ont déjà enregistré les premières précipitations. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir. Ousseinissa Jibo, journaliste indépendant également. Ousseinissa Jibo, bonsoir. Et Abba Chari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abba Chari Arimi, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 12 mai par la situation de la méningite dans la région d'Agadez. Les cas enregistrés dans la commune ont atteint le seuil d'alerte. 44 cas ont été enregistrés dans la ville selon les responsables sanitaires. Ishaou Mahaman, médecin-chef du district sanitaire d'Agadez, recommande la vigilance dans tous les centres de santé de la commune. Maimouna Diado, selon un bulletin d'information sur les flambées épidémiques méningite Niger publié en février 2023, l'OMS estime que l'épidémie de méningite qui sévissait au Niger à l'époque représente un risque élevé au niveau national. Comment l'expliquer? C'est un risque à l'échelle nationale puisque là, vous venez justement de dire qu'on a enregistré déjà 44 cas de... C'est ça, non? Dans la ville d'Agadez, uniquement 44 cas. Ça va vite et Dieu seul sait le nombre de gens qui n'ont pas été encore, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité d'aller dans un centre de santé. Il y a ceux qui restent à la maison pour se traiter et qui n'ont pas vent, en tout cas, de cette maladie, la méningite. C'est vrai, on peut lier cette maladie à beaucoup de choses. Donc, ce qui fait que d'autres n'ont pas cette information et d'autres refusent, qui ont l'information, refusent d'abord d'aller dans ces centres de santé. Et ensuite, on a des centres de santé, des fois, qui ne sont pas à côté de cette population, qui sont un peu éloignés de cette population. Donc, vous voyez ce que ça fait déjà. Si on a, parmi les 8 régions, déjà Agadez qui a 44 cas décelés, ça veut dire que dans les autres régions aussi, il faut prendre des mesures. On ne sait jamais laquelle des régions peut être aussi contaminée de la sorte. Maintenant, les structures sanitaires ou le ministère de la Santé avec son partenaire OMS, là aussi je sais qu'ils sont en train de grouiller pour pouvoir venir à bout de cette situation, puisque déjà c'est la période où cette maladie se manifeste. Et je pense que normalement, quand vous avez un pic comme ça, vous devrez prendre les précautions nécessaires pour que l'année prochaine, on ne puisse pas retomber dans cette situation-là. Donc, ça veut dire que si c'est les vaccins, il faut que ces vaccins soient disponibles, qui peuvent couvrir en tout cas toute une population. Si c'est les prévenir, il faut également passer par ces sensibilisations-là pour connaître comment est-ce qu'il faut prévenir cette maladie-là. Moi, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Et je suis sûre que vraiment, si l'OMS tire la sonnette d'alerte, ça veut dire que c'est vraiment préoccupant. Donc, les autorités doivent être vigilantes au niveau régional. Oui, les autorités doivent être vigilantes au niveau régional parce que cette maladie se transporte au niveau régional. C'est encore plus grave que dans les centres urbains. C'est ça la différence. Parce que là-bas, vous avez la migration déjà qui affecte la population et c'est une maladie avec laquelle donc, les personnes immigrent avec ça pour venir dans d'autres localités. Donc c'est très important. Ça peut être déjà des foyers qui sont au niveau donc, de nos pays voisins et avec cette migration, on ne sait jamais. On prend, on transporte et on amène.
Merci beaucoup, Memouna Diado. Ousseini Sajibo, selon le même bulletin de l'Organisation mondiale de la santé, une grande partie du Niger est située dans la ceinture africaine de la méningite et des épidémies saisonnières. Cependant, l'épidémie se caractérise par un nombre de cas et un rythme d'augmentation plus élevé que lors des saisons précédentes. Que peut-on retenir au sujet de cette maladie? Bon, mais je vais commencer par dire qu'on appelle cette ceinture la ceinture de feu. La ceinture de feu, Oui, c'est la ceinture de la méningite. Ça veut dire que c'est grave. Ça va jusqu'à de l'Éthiopie, jusqu'à pratiquement au-delà du Nigeria. À cause de Il y a beaucoup de pays à cause de la chaleur, de fortes chaleurs qu'on enregistre. Maintenant, que faut-il faire? Je souhaite qu'il y ait la pluie, une bonne dose de pluie. Quand il va pleuvoir, ça va arroser ce pays-là. Ça va arrêter, ça va stopper la circulation. Et dans les localités où il ne pleut pas? Mais même dans les localités où il ne pleut pas, ça ne peut plus circuler. Une fois qu'il y a la pluie, d'habitude, parce que quand on dit on n'a pas pris quelle disposition, on sait que nous sommes potentiellement exposés chaque année. C'est périodique, hein, cette histoire de contagion, la méningite. Aujourd'hui, on est dans des localités qui sont un peu localisées dans des zones. Notamment, vous venez de parler d'Agadez, vous avez parlé également un peu de Zender, où on a enregistré des cas, n'est-ce pas? Oui, en février, janvier, février. J'ai entendu dire la situation est sous contrôle, bien évidemment. C'est le discours lancinant. Chaque fois qu'il y a une situation, on dit la situation est sous contrôle. C'est la voix officielle comme ça. Mais quelle voix officielle? Quelqu'un est assis dans son bureau ici à Niamey, il dit la situation est sous contrôle. Vous avez d'autres informations au sujet de cette maladie? Je n'ai pas d'informations, mais je connais les caractéristiques. Parce que c'est une maladie qui a pratiquement souvent les mêmes caractéristiques. Une forte fièvre. Une très forte fièvre. Et ça va aller très vite. C'est une maladie létale. Particulièrement foudroyante. Parce que s'il n'y a pas d'intervention rapidement pour enlever, et comment vais-je dire, rapidement dans les 48 heures, et ça laisse toujours des séquelles. N'est-ce pas? Alors, ça s'associe un peu à tous les types de maladies comme le palu, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui a le corps chaud et tout, mais peut-être c'est la maladie. Mais ça va très vite. C'est que c'est les 48 heures, 72 heures, au plus tard 5 jours. S'il n'y a pas d'intervention, il n'y a rien à faire, c'est que la personne va partir. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Connaissant bien la situation dans laquelle nous sommes, la zone géographique, vous voulez dire que les autorités auraient dû anticiper? Mais anticiper quoi? Les mesures. Vous vous imaginez, par le passé, dans un passé récent, il y a eu une épidémie généralisée. Jusqu'à Niamey. N'est-ce pas? Jusqu'à Niamey, ça a touché pratiquement toutes les régions avec des cas. C'était généralisé. Mais le vaccin, même pour l'avoir, c'était un problème. N'est-ce pas? C'est des vaccins qui ne se conservent pas, bien évidemment. Maintenant, dans la zone où ça c'est, parce qu'on dit, bon, on est en train de mener une campagne élargie de vaccination, une vaste campagne de vaccination, mais alors, vaste campagne de vaccination par rapport. On doit pouvoir se dire, moi je dis ici à ce souci de prévention, on doit pouvoir se dire, par exemple, quand il y a une contamination généralisée, une épidémie un peu généralisée, on doit pouvoir se dire, parce qu'on dit... Pour l'instant, dans la région d'Agadez, nous ne sommes pas au stade d'épidémie. Mais non, il n'y a pas d'épidémie, bien évidemment. Il y a des cas qui ont été enregistrés. Chaque année, on enregistre des cas. Chaque année de l'année, entre le mois de février, mars, avril, jusqu'à début mai, jusqu'à fin mai, mais une fois que la pluie s'installe, c'est qu'on n'entend plus parler, ça s'estompe, n'est-ce pas? Maintenant, je me dis, les dispositions qu'on peut prendre, c'est essayer de surveiller les régions dans lesquelles déjà des cas sont enregistrés. Parce que ça peut se circonscrire au niveau de ces régions, mais ça peut aussi s'étendre à d'autres régions. C'est pour ça, tout à l'heure, je souhaitais que Dieu nous gratifie d'une pluie généralisée qui va toucher toutes les régions de ce pays-là. Là, on va être tranquille parce qu'on sait que quand il y a une grosse pluie, c'est fini. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Je suis empirique ici. Abachari Arimi, tout à l'heure, Ousseini Sa disait que la maladie est fréquente chaque année ici au Niger. Comment rompre définitivement avec cette maladie qui endeuille chaque année de nombreuses familles au Niger? Bon, le comment, on le sait. Mais est-ce qu'on va s'y prendre? C'est ça le problème.
ce n'est pas que tous nos maux, n'est-ce pas, à plus de 50%, on connaît leur fréquence, y compris la famine qui est devenue aujourd'hui vraiment, non pas conjoncturelle, mais structurelle. On connaît sa périodicité. La famine. C'était 10 ans. La famine, vous dites. Oui, c'était chaque 10 ans. Même pas la maladie. Oui, même pas la maladie, même la famine, on connaît. C'était chaque 10 ans. Et donc, cette dixième année... C'était avant ou maintenant? Aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu... récurrente. C'est devenu vraiment quasi endémique. N'est-ce pas? On a faim tous les jours maintenant, malheureusement. OK. Mais... vous exprimez avec des mots durs là. Non, malheureusement, c'est aussi le cas de l'inondation. Là, on a subi ce qu'on a subi l'année dernière. À pareil moment, normalement, le ministère de la prévention de ces choses-là doit sortir pour nous dire quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que cette année, si ça arrive, l'État du Niger n'a besoin de personne, on va réagir promptement. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour amener la population à s'adapter, à être vraiment résiliente par rapport à ça? Vous parlez des inondations? Oui, la question reste posée. Parlons donc, de la maladie. On peut parler aussi c'est la même chose de la méningite. On est dans une bande que tout le monde connaît, le monde entier connaît. Depuis qu'on était tout petit, depuis qu'on n'est même pas né, les gens savaient que cette zone-là est régulièrement menacée pendant le premier et deuxième trimestre de l'année. Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez dire que les autorités auraient dû anticiper, auraient dû prévenir? On doit même monter un piquet. Un piquet, c'est-à-dire? Un piquet, c'est-à-dire, on est là, on attend le premier cas et on s'y prend. Ce n'est pas le cas. Il faut que la région, on dirait dans un pays fédéral, il faut que la région crie. Au niveau des autres régions, on commence à en parler. C'est une rumeur, alors que peut-être la maladie est déjà là. Ce n'est pas comme ça dans un pays que ça doit se passer, mais sincèrement. Et la santé, c'est crucial. Ça vient avant toute autre chose. Mais ce n'est pas le cas. On ne prend pas vraiment les choses comme il s'est fait. Et on joue, on vit au jour le jour. On dirait que dans une famille pauvre, on vit au jour le jour, on laisse la chose arriver avant d'essayer de faire face. Et ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Chaque année, on sait que ça va venir. Oui, Abouchari Arimi, la dernière épidémie de méningite dans la région d'Agadez s'est produite au cours de la saison 2021-2022 et a provoqué 372 cas, dont 12 mortels, taux de létalité 3%. Quelles sont les attentes des Nigériens vis-à-vis du gouvernement au sujet de cette maladie? Vraiment, moi je pense que c'est valable comme pour toutes les autres maladies. On sait que ça va venir. Le droit à la santé, surtout des enfants, c'est un droit vraiment universellement reconnu. Et on doit être prévoyant à la matière. Parce que c'est une maladie, Hussein l'a dit, qui ne peut pas ne pas laisser de séquelles si celui qui va l'attraper. Ah. Ça, c'est bien sûr. Même après la guérison. Même après la guérison. Même après la guérison. Les médecins sont bien placés pour le dire, mais c'est ainsi que ça va. Et on peut, à défaut de pouvoir l'éradiquer, vraiment on peut réduire très sensiblement le nombre de cas dans ce pays-là, puisqu'on sait que ça va venir. On fait partie d'une bande, c'est comme les oiseaux migrateurs, machin, les criquets, tout ça. On connaît leur trajectoire. Oui, on connaît leur trajectoire. Donc il faut s'opposer vraiment au moment venu. On connaît à quel moment ça vient. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la difficulté, quel que soit l'affront qui va t'arriver, quand tu sais quand est-ce que ça vient, où est-ce que ça peut t'atteindre, mais tu es préparé. Si ça te surprend vraiment, c'est que c'est toi qui n'es pas prévoyant, c'est tout. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause.
Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Dans la nuit du lundi 8 mai, des hommes armés ont fait irruption dans 2 quartiers de la ville d'Ayoru vers 1 h du matin. Le bilan, une petite fille blessée par balle au bras dans le quartier de Kadeikoura. Au quartier Alahindo Okura, un homme a été tué et 2 autres blessés aux jambes. Du bétail emporté également. Les blessés ont été évacués à l'hôpital du district de Tilaberi. Par ailleurs, dimanche soir, des hommes armés ont visité le village de Faray, un village qui s'est vidé de ses habitants. Les assaillants ont brûlé les maisons vides. Selon les autorités locales, plus de 2600 déplacés ont été recensés à Ayoru à la date du 3 mai passé. Ils proviennent de 52 villages des communes de Dessa, Ayoru et Goroual. Ousseinissa Jibo, la situation sécuritaire dans le département d'Ayoru est volatile à ce jour. Elle donne lieu à des déplacements des populations vers plusieurs localités. Les groupes armés non étatiques multiplient les incursions et les exactions dans ce département. Que faut-il comprendre au sujet de la récurrence de l'insécurité, particulièrement dans le département d'Ayoru? Non, moi, je ne parle pas uniquement du département d'Ayoru, je parle de toute la région de Tilaberi. N'est-ce pas? Qui est menacée. Non, c'est toute la région de Tilaberi jusqu'à Abala, jusque dans la zone de Filingue et tout. Moi, je ne vais pas me localiser, ça se déplace. C'est bien beau d'en parler, de parler par rapport à cette situation-là. Aujourd'hui, il y a 2 pôles de, comme on avait dit, de dynamique dans l'analyse de ce qui se passe dans cette région-là. Il y en a qui considèrent que la situation est grave, il y en a qui considèrent que la situation est sous contrôle parce que jusqu'à présent, il n'y a pas une seule portion du territoire qu'ils ont occupé. N'est-ce pas? Je ne parle pas uniquement que d'Ayoru, mais quand quelqu'un peut venir, parce qu'il est armé, il peut venir à tout moment, il s'en prend aux populations civiles. Il tue, il prend le bétail, il prend la dîme, des impôts, ils s'en vont. Et alors, quelqu'un qui est assez... Impunément, il s'en va, il va revenir après. Et on dit non, il n'y a rien, il ne faut pas s'alarmer, la situation est sous contrôle. Il n'y a pas de situation sous contrôle. Selon vous, la situation est aussi grave que cela? Non, mais on ne connaît pas ce qui se passe chez les autres. Hein. Les gens spéculent ici. On ne sait pas ce qui se passe chez les autres. Il faut parler de ce qu'on connaît chez soi. Moi, je considère que c'est une situation extrêmement difficile. Ce qui se passe dans cette zone-là, aujourd'hui, on a comme l'impression, et qui plus c'est une zone qui est en état d'urgence depuis pratiquement 2017 de manière continue, tous les 3 mois renouvelables, où les motos ne circulent pas et tout. Et qu'on nous dise, c'est une zone militarisée. Moi, je vais dire une chose. À l'époque, au tout départ, c'est que c'est notamment les gens venaient faire ces choses-là. Aujourd'hui, c'est en plein jour, à tout moment, n'est-ce pas? Rien que tout récemment, j'ai un neveu qui amenait un véhicule, comment je vais dire, au Mali, il prend des véhicules au port, le conducteur, il l'amène. Il a été victime, ils l'ont poursuivi, le véhicule a fait tourner avec lui. Alors, quand des gens me disent, et je suis désolé, il faut qu'on prenne les choses à bras le corps. Il y a des populations qui sont dans une situation de détresse. Tout le monde le connaît, parce que qui veut quitter chez lui? Qui? Si ce n'est la contrainte, qui veut quitter chez lui? On localise, on dit Ayoru aujourd'hui, demain on va dire Tira. Après demain on va dire, comment ça s'appelle, je ne sais plus moi, Bani Bangou, et ainsi de suite, Abala, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À partir du moment où moi je pense qu'on a militarisé la zone, n'est-ce pas? Des choses comme ça, je ne dis pas qu'on peut l'éradiquer du jour au lendemain, mais on ne doit pas assister à ces fréquences de morts et d'enlèvement de bétail, je ne sais pas moi, de déplacement permanent de population, on ne doit pas. Parce que si tel est que ces zones sont véritablement sécurisées, on ne doit pas assister à des choses comme ça. Moi, je me dis quelque part. Je ne dis pas que les gens ne vont pas ça veut dire que le système mis en place sur le plan sécuritaire a failli. C'est quel type de système? C'est quel type de système? Le dispositif sécuritaire. Ces gens, quand ils viennent, ils peuvent faire 3 heures, 4 heures de temps dans un village. Ils réunissent tout le monde.
Ils font leur prêche. Demandent aux populations. On connaît, on cible déjà, avant de venir, ils ciblent déjà qui ont du bétail, qui sont ceux qui sont les gros détenteurs de bétail. Voilà ce que vous devez donner par rapport à vous. Alors, mais on est dedans et ça continue tous les jours, de manière permanente. Mais on devait pouvoir finir avec cette situation-là. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas en mesure de venir, mais on doit créer les conditions pour que ceux qui vont venir enlever là, on les massacre avant qu'ils retournent. Mais si on n'arrive pas à le faire, ça veut dire qu'il y a un problème. Merci beaucoup, Seyni Sadjibo Abakari Arimi. Ainsi, ces incidents sont devenus le quotidien des populations du département. Elles se déplacent vers les chefs-lieux des communes ou des localités les moins exposées au danger afin de trouver refuge. Le département d'Ayoru, situé au nord de la région de Tillabéri, accueille beaucoup de déplacés en provenance des villages environnants. Et même des villages environnants de la commune d'Ayoru. Comment s'organise l'assistance et l'aide humanitaire sur place? Mais écoutez, ça fait les premières attaques à Difa datent de 2015. Jusqu'à ce jour, le Niger n'a pas eu de répit. On est peut-être même habitué. Il y a quelques années. Au déplacement des populations. Au déplacement des populations, aux attaques et aux tout. Exactions. Parce que l'être humain est tel que ce qu'il voit régulièrement devient son quotidien et il s'en adapte. C'est ce qui nous arrive malheureusement. Il y a quelques années, quand il y a une attaque comme là où cette petite est décédée et tout, ça va faire le tour des médias, ça va faire le tour des réseaux sociaux. Tout le monde allait en parler. Aujourd'hui, c'est à peine si les gens s'intéressent parce que c'est devenu leur quotidien. Quand il y a un mort, on va dire un seul mort. C'est un seul mort. Non, au Mali, il y a 100 morts. Ici, c'est un seul mort. Mais c'est très grave dès lors que dans un pays qu'on prétend qui n'est pas occupé, n'est-ce pas, des gens peuvent venir tuer impunément et s'en aller. Autrement dit, la situation est dramatique. Et la difficulté dans cette zone de Ayoru, Nord Tillabéri, vraiment, la difficulté, c'est que même les humanitaires ont du mal à se déplacer. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui peut aller là-bas, évaluer, parce qu'il faut évaluer avant d'assister. Ce n'est pas dans le vide comme ça. Sans vous couper, hier, tous les députés de la région de Tillabéri ont quand même effectué une visite à Ayoru. Ils ont apporté leur modeste contribution. Non, on sait que personne n'a assez d'argent dans sa poche pour porter assistance à une telle population, à un tel nombre de personnes déplacées. C'est l'apanage de l'État et des ONG. C'est bien que les députés se soucient, mais aussi il y a d'autres Nigériens ordinaires, d'autres Nigériens vraiment du commun qui s'intéressent à cette situation-là. Mais la situation, c'est ceux qui la vivent, qui la connaissent. Parce qu'ils ont quitté chez eux, ils ont quitté leur terre, ils n'ont plus de champs. Pour certains, ça fait 6 ans, 7 ans. Vous voyez, qui n'ont pas labouré, justement, qui n'ont pas travaillé leur et donc, chaque jour qui passe, les gens deviennent plus nécessiteux. Et c'est en cela que c'est grave. Tout à l'heure, on parlait des méningites, mais quand ça rentre dans certaines zones, c'est grave. Parce que Agadez, jusque-là, même à Agadez, malheureusement à cause du blocage de la migration, des migrants qui sont bloqués à cause de l'exploitation des sites comment on appelle, aurifères et tout, la pression humaine est là. Mais dans ces zones-là, c'est pire. À Yoru, aujourd'hui, certainement le double de la population qu'il avait il y a quelques années. On parle de 2600 déplacés. Vous voyez, mais c'est extrêmement grave. Autrement dit, chaque famille doit pouvoir accueillir 1, 2, ainsi de suite, et ses ressources sont aménagées. Donc, du point de vue de l'urgence, ce n'est même pas les déplacés seulement qui sont concernés. Il y a aussi les locaux, ceux qu'on trouve sur place, la population haute, comme on dit, qui est aussi dans des difficultés. Mais il n'est même pas possible aujourd'hui, ni
à l'État du Niger, ni vraiment aux humanitaires d'effectuer les déplacements pour savoir où est-ce qu'on en est. Autrement dit, vraiment, il y a quelque chose à faire si on veut préserver cette population-là. Vraiment, on veut la préserver de l'errance, tout simplement. Parce que c'est ce qui arrive. Avant de mourir, les gens vont se promener partout. Ils deviennent rien du tout dans leur propre pays avant de trépasser. Donc vraiment, sincèrement, il y a des choses à faire. L'urgence est quasi quotidienne de Terra à Bani Bangou. Vraiment, c'est ce qui se passe. Au vu de ce qu'on entend, au vu de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que nos télévisions aussi ne peuvent pas effectuer les déplacements, c'est grave ce qui est en train de se passer en fait. Merci beaucoup Abachar Arimi, Memouna Diado. Face à la recrudescence de l'insécurité dans le département d'Ayoru, que faut-il faire dans le court, moyen et long terme? Je pense que les deux qui ont déjà, dont la question a été déjà posée, ont déjà répondu à ce qu'il faut faire. Parce que de toutes les mêmes manières, qu'on parle de Ayoru ou bien qu'on parle de... dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans l'immédiat, c'est de sécuriser les populations. Ça, c'est ça l'immédiat. Sécuriser les populations. Ramener ces populations dans leur localité, les sécuriser, c'est ça l'État. Dans le moyen terme? Dans le moyen terme, c'est ça que l'État doit faire. Parce qu'aujourd'hui, les sécuriser, vous n'avez pas les moyens, en tout cas, de les contenir. Vous n'avez pas les moyens de les nourrir suffisamment. Vous n'avez pas les moyens de les soigner suffisamment. Vous n'avez pas les moyens de leur donner la petite ration alimentaire par jour. Dans ce cas, ramener ces populations dans leur localité et les sécuriser. C'est ça qu'on demande. À part ça, moi, je ne vois pas. Parce qu'aujourd'hui, si moi je me retrouve à plus de 15 km ou 20 km de chez moi ou 30 km de chez moi, mais est-ce que moi je vais continuellement rester dans une localité que je ne maîtrise même pas, une localité où on est bien chez soi, on dit, mais on ne peut pas être plus meilleur ailleurs. Ça c'est pas facile. Donc c'est ça, les sécuriser. La sécurité, là, c'est ça que les populations demandaient. Que ce soit Ayoru, que ce soit Tillabéri, que ce soit de Gaïa, que ce soit au niveau de Difa, là où surgit l'insécurité, quand même, il faut les sécuriser. Mais Diado, est-ce que le gouvernement nigérien a les moyens de sécuriser ou bien de nourrir ce beau monde-là? J'ai dit que l'État n'a pas les moyens de nourrir. Donc, si l'État n'a pas les moyens de nourrir, quand même, c'est un devoir pour l'État de sécuriser ces populations pour que ces populations puissent aller au moins se cultiver, pour trouver de quoi manger, puisque c'est la saison des pluies. Dans peu de temps, c'est la saison des pluies. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que est-ce qu'un État a les moyens de sécuriser sa population? L'État a bien les moyens de sécuriser sa population. Hussein Issa Djibou, vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Je vais rapidement réagir à Memouna. D'abord, on n'a pas à se poser la question. L'État doit sécuriser les citoyens là où ils se trouvent. C'est constitutionnel. N'est-ce pas? On n'a pas à se demander est-ce que l'État doit se donner les moyens de sécuriser. Parce que le Niger, c'est quand même une superficie dont on connaît. On doit pouvoir sécuriser les populations et leurs biens contre des agressions extérieures. On se retrouve dans une situation où on a cette agression extérieure-là, et de manière soutenue. Et qu'on me dise que l'État, est-ce que l'État? Non, l'État doit se donner les moyens. Et en train de quand on dit on a militarisé, quand on dit on a fait appel à des forces étrangères pour venir, et si malgré tout ça là, on n'arrive pas à s'en sortir, ça veut dire quoi? C'est que l'État est défaillant. Tout simplement. L'État du Niger est défaillant. On doit pouvoir assurer la sécurité. C'est constitutionnel, hein? Ce n'est pas quelque chose que j'invente. C'est mentionné. Et j'ai dit une chose. Allez-y, rapidement. C'est que le paysan, là, les gens banalisent. Toi, tu vis d'un salaire ou de, je ne sais pas moi, de bricole à Niamey. Mais le paysan vit de son champ. C'est ça d'abord. Sa première richesse, c'est son champ. Et que quelqu'un vienne lui dire, je t'interdis, tu quittes chez toi d'abord. Je te chasse de chez toi. Tu ne vas pas rester, je te donne l'ultimatum, tu dois quitter. Si je te trouve demain, ici, je vais te tuer. Et le gars, oui, mais est-ce que le gouvernement, l'État peut placer derrière chaque citoyen des forces de défense et de sécurité? Non, je suis désolé. C'est trop facile de vouloir s'excuser sous cet angle. Sur le pays.
Le Niger est vaste. Non, mais, non, Il y a beaucoup de villages à sécuriser. C'est pas une affaire de le Niger. Non, non, non. Il faut pas Non, déplacer on le doit débat. pouvoir se donner les moyens. Moi, je dis, on parle de l'État. Et l'État, c'est nous tous. Ceux qui sont censés gérer, qui détiennent les rênes, ils doivent se donner les moyens pour qu'on ne soit pas dans une situation d'agression permanente, pas des individus, des voyous qui viennent en moto, alors qu'on a pris des mesures pour dire qu'avec ces mesures-là, on pourrait le faire. Notamment la mesure d'état d'urgence qui est reconduite chaque 3 mois, alors que la situation continue. Ça n'a aucun sens. Moi, je veux dire une chose. Tu es là, tu prends un salaire, tu manges, tu peux aller acheter. Le paysan qui doit être assisté, ou il faut que quelqu'un vienne lui donner des mesures de riz, un bidon d'huile, un peu de sel. Attends, c'est avec ça qu'il vivait. Merci beaucoup, Seynissa. Rapidement, Memouna Diado, rapidement. En fait, je voudrais juste rappeler que tout à l'heure, tu viens de dire que est-ce que l'État a les moyens de sécuriser De placer derrière chaque personne. On n'a pas besoin de mettre derrière chaque personne quand les même forces de défense et de les sécurité. forces de défense et de sécurité. Mais quand même la région tout entière. La région tout entière. La région, par exemple, quand on prend le département de Ayoru, faites en sorte que le département de Ayoru soit sécurisé de toute... Oui, non, je suis en train de dire. Sécurisé, on n'a pas dit il faut placer des forces de défense et de sécurité à chaque hameau. Non. Merci. Mais la sécurité des populations incombe à l'État. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Le début de la campagne agricole 2023 s'avance à grands pas. Les cultivateurs ont déjà sémé dans plusieurs localités du Niger. C'est pourquoi professeur Bawa, agronome et enseignant-chercheur à l'université de Maradi, recommande aux producteurs de prendre les dispositions nécessaires pour fertiliser leurs champs car c'est le moment propice selon lui. Abba Tchadarimi, l'accès alimentaire reste un grand défi pour les ménages pauvres au Niger à cause non seulement de l'insécurité civile qui perturbe fortement les moyens d'existence et aussi la hausse des prix des produits alimentaires qui réduit le pouvoir d'achat des ménages. Y a-t-il des préalables pour une bonne réussite de la campagne agricole 2023 au Niger? C'est vraiment comme si on a déblayé le terrain avant de venir à cette question. On n'a pas compris, on ne comprend pas. Dans un pays où le Nord Tilaberi, ça fait déjà, on avait dit, des années qu'ils ne cultivent pas, qu'ils ne travaillent pas. L'accès à la terre, c'est la première des choses. N'est-ce pas? Il y a quelques années, l'accès à la terre était difficile pour certains à cause de d'autres considérations. Aujourd'hui, même les propriétaires terriens n'ont pas le droit de rester, y compris dans leur maison, à plus forte raison de cultiver. Ils sont extrêmement nombreux. Quand on parle de 600 écoles fermées dans la zone de Tilaberi, autrement dit, tous ces villages, il n'y a pas deux écoles par village, toutes ces écoles fermées, ça suppose autant de nombre de villages déplacés. Autrement dit, c'est des paysans donc, qui quittent leur village et leur terre et qui n'ont même pas, quel que soit... Parler de la fertilisation, c'est tout autre chose, sincèrement. Quand c'est de Maradi qu'il a parlé, le professeur, avec tout le respect que je lui dois, c'est une zone aussi où aujourd'hui les bandits armés pullulent et empêchent aux citoyens, y compris d'élever des animaux. Dans le département de Madarousfa, Guidan-Rumji et tout ce qui s'ensuit. Et donc, ceux-là, comment ils peuvent fertiliser leur sol? À Difa, certains sont de retour dans leur terroir, n'est-ce pas? Et peut-être qu'il leur est permis, eux, mais ce n'est pas ceux qui ont le plus besoin d'engrais dans ce cas, parce qu'ils ont laissé les chats obligatoirement ou de façon obligée en jachère pendant plusieurs années. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord l'accès à la terre. Donc, il faut nécessairement mettre de côté cette insécurité. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire retourner les paysans chez eux pour pouvoir cultiver. Maintenant, oui,
l'agriculture, il faut la soutenir parce que, quoi qu'on dise, malgré toutes les difficultés qu'on connaît, c'est ça qui nous permet vraiment de grossir notre PIB et c'est ça qui permet à certains de dire que nous avons une croissance en 2 chiffres. Aussi, l'élevage. L'élevage aujourd'hui constitue une véritable difficulté pour les nomades, pour vraiment les éleveurs qui ont l'habitude, pour les transhumants particulièrement. Aujourd'hui, les frontières sont de plus en plus étanches, n'est-ce pas? Alors qu'avant, on avait, pour les engrais pour nos terres, étaient pratiquement gratuites. Tu permettais à l'éleveur de s'installer dans ton champ, n'est-ce pas? Tu laisses les débris de culture. Aujourd'hui, tous ces mécanismes sont remis en cause et on veut nous imposer des engrais, n'est-ce pas, chimiques, auxquels d'abord coûtent extrêmement cher et qui constituent aussi, quand même, on sait que c'est un danger à long terme même pour notre propre alimentation et notre propre santé. Donc, nos problèmes sont énormes, entiers, vraiment. Ceux qui pensent à régler ça, qui n'ont qu'à commencer par régler les problèmes de l'agriculture, on verra. Merci beaucoup, Abachari Arimi, Memouna Diado. Le début de la campagne agricole offre des opportunités d'emplois locaux et de revenus moyens pour les ménages pauvres au Niger. Qu'est-ce que le gouvernement nigérien peut faire pour véritablement accompagner les producteurs et les cultivateurs nigériens? C'est d'abord de diminuer sur l'engrais. L'engrais. Ah oui, c'est de diminuer sur l'engrais. Mais même si on diminue sur le prix de l'engrais, est-ce que ça peut être accessible aux paysans? C'est ce que j'ai dit. Faites en sorte que le prix que vous allez mettre sur le sac d'engrais, là, ou bien distribuer au moins dans des localités où vous savez que personne ne peut aujourd'hui débourser un billet de 5 000 francs ou un billet de 1 000 francs pour acheter quelque chose. Mais faites gratuitement. Donnez gratuitement. Il y a des pays qui font ça gratuitement. On l'a vu. Mais pourquoi pas au Niger? Il y a même les intrants, tels que oui. les semences de variétés améliorées. Qui sont distribués gratuitement pour accompagner le cultivateur. Mais aujourd'hui, si le cultivateur, déjà nous connaissons les conditions dans lesquelles, en tout cas, cette population se trouve. Nous savons déjà, Armi a parlé de l'accessibilité des terres. Aujourd'hui, il n'y a pas possibilité, même ici derrière Niamey, là, quand vous regardez, à côté des villages qui sont environnants, il n'y a pas la terre. La terre est on n'a pas la terre là-bas pour pouvoir cultiver. Parce que tout simplement, tout est morcelé. Tout est morcelé. Donc, dans ce cas, nous avons le changement climatique qui menace. Nous avons vu comment l'année passée, les récoltes, en tout cas, il n'y a même pas eu assez de récoltes. Donc, comment est-ce que l'État doit faire? Ça là, on n'a même pas besoin de dire à l'État. Il y a aussi les inondations. Oui, les inondations, ça vient avec le changement climatique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, est-ce qu'on a besoin de dire à l'État, voilà comment est-ce que vous allez vous y prendre, en tout cas comme disposition. Mais il revient à l'État de s'organiser pour appuyer les producteurs et les cultivateurs. C'est ce que nous sommes en train de dire. Si chaque année, il y a des défaillances, mais c'est à l'État de voir ces défaillances-là et pour pouvoir améliorer, en tout cas, la campagne agricole de l'année suivante. Mais nous parlons. Mais si l'État ne prend pas, mais on va faire comment? Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, hein, le sac d'engrais, là, ça coûte jusqu'à 30 et quelques mille. Et mais 30 et quelques mille, mais aujourd'hui, là, pour des sacs de 15 000 même, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas compter le nombre de villageois capables, en tout cas, de débourser 15 000 francs pour acheter un demi-sac d'engrais? Et un demi-sac d'engrais, même le sac d'engrais, là, ça va suffire pour combien de champs? Combien de périmètres d'hectares de champs? Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les 15 000 francs même pour débourser, le villageois est censé réfléchir à 2 fois, est-ce que je vais risquer pour enlever mon argent, acheter l'engrais, ou je vais acheter le 1000? Non, mais c'est ça. Parce que pour ne pas aller en perte aussi. Donc, c'est l'accompagnement que l'État doit faire à ces paysans-là. Cibler les localités qui ont besoin, en tout cas, où les terres sont fertiles encore,
les accompagner par tout simplement la distribution gratuite. Si on peut distribuer aujourd'hui le mil gratuitement, je pense qu'on peut aussi distribuer l'engrais et ce qui s'ensuit gratuitement. Hussein Issa Djibo, la dépendance des ménages sur les marchés est précoce et s'accentue dans un contexte de réduction de la disponibilité et de la hausse significative des prix des denrées alimentaires au Niger. Que faire pour soulager ces populations-là? Qui doit faire? Oui, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Et même les partenaires techniques et financiers, le gouvernement nigérien et ses partenaires. Le gouvernement est complice dans la cherté, quelque part. Pourquoi? Alors, il y a des mesures qui ont été prises, qui ont cette cherté de la vie n'impacte pas que les citoyens, les citadins, y compris les populations. Ils sont encore beaucoup plus impactés, n'est-ce pas? Oui, mais comment est-ce que le gouvernement peut être complice? Ah, mais justement, si le gouvernement veut changer, on peut même aller dans le sens de, comment ça s'appelle, la gratuité, n'est-ce pas? C'est les mauvaises politiques publiques qui sont en train d'être, qu'on a mises en œuvre, qui nous ont amenés dans des situations comme ça. Ou des gens, parce qu'il faut entretenir une cour, il faut entretenir des gens avec qui ne font rien du tout. Donc, selon vous, le gouvernement a bel et bien les moyens de... Ah, s'il te plaît. Mais attends, on prend des impôts ou pas? On vend des matières premières ou pas? On prend des emprunts d'ailleurs ou pas? N'est-ce pas? Mais alors, quand tu... Parce qu'on dit non, ils n'ont pas les moyens. Mais on a les moyens d'entretenir des cours au niveau de certaines institutions de la République. Des gens en est rien foutre qu'on paye. On peut s'élever parce qu'il y a des difficultés. On fait passer le litre du gasoil de je ne sais pas combien de francs CFA sans tenir compte du fait que ça a un impact sur la consommation des citoyens. Parce que c'est du transport, ça impacte sur le transport. Dans un pays aussi enclavé. Dans un pays enclavé où on doit tout prendre, tout ce qui vient d'ailleurs, on doit pouvoir prendre. Moi, je dis quelque part, tout dépend des politiques qu'on met en œuvre dans un pays. N'est-ce pas? Avec les ressources qu'on a, si c'est bien géré, si on tient compte de la citoyenne, des populations à la base, moi, je dis on peut créer les conditions pour pouvoir permettre aux citoyens-là de pouvoir vivre. Je ne vais pas dire vivre comme ceux qui sont en haut, mais au moins vivre un peu décemment. Manger au quotidien au moins 2 repas par jour, avoir accès à l'eau, avoir accès à une éducation de qualité, avoir accès à ceci, cela. Mais il y a un ministère de l'Agriculture, n'est-ce pas? Oui. Il y a un ministère de l'Agriculture, de tout a existé, un ministère de l'Élevage qui a de tout a existé. On est venu, on a créé, on dit 3 ans. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ça, c'est la politique du gouvernement. Non, mais ce n'est pas un doublon. Le ministère de l'Agriculture doit pouvoir gérer tout ce qui est question de production agricole. Le gouvernement a sa politique agricole. C'est une politique agricole du gouvernement nigérien. Le gouvernement est là pour qui? Pour les populations. Ah, il est là pour qui? Celui qui a mis 3 ans là, il est là pour qui? Pourquoi faut-il faire des doublons là où un ministère est là pour pouvoir gérer de manière vraiment efficace le secteur? Ah donc c'est un doublon. C'est quoi alors? Dis-moi, c'est quoi? C'est à quoi on a assisté là? C'était quoi? C'est pas un doublon? Ça existe toujours, non? Cette année, quand on a fait le lancement plan de réponse, plan d'urgence et plan de réponse humanitaire, on dit qu'il y a 3-4 millions de Nigériens, de personnes qui vont être dans une situation qu'il faut assister jusqu'à septembre, jusqu'aux prochaines récoltes. La situation n'a pas changé. C'est des questions de politique. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de disperser les énergies parce qu'il faut placer des gens à des postes où ils peuvent trouver à manger. Parce que, non, il faut à ce moment réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faire en sorte que, avec les peu de ressources dont on dispose, on puisse développer un secteur aussi important comme l'agriculture, un secteur aussi important comme l'élevage et la pêche. Est-ce qu'on réfléchit à ces choses-là? On ne le fait pas. On réfléchit plus. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir gagner de l'argent et m'enrichir? Merci beaucoup. Oui, rapidement, rapidement. Les engrais, hein. Moi, j'ai suivi un débat en fin d'année dernière qu'il n'y a que le Nigeria et le Bénin
qui se sont pris à temps dans toute notre zone, l'Afrique de l'Ouest, qui se sont pris à temps pour garantir, commander et garantir. Parce que la guerre en Ukraine, là aussi, aurait provoqué vraiment des manques en ce qui concerne les engrais. Je finirai par ces mots. La situation du paysan nigérien, c'est comme celui-là qui dit « Pourquoi je ne peux pas s'aimer? Pourquoi si je sème, je ne peux pas labourer? Pourquoi si je laboure, je ne peux pas récolter? Pourquoi si je récolte, je ne peux pas manger. » Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, Ousseini Sajibo, journaliste indépendant, et Abbakari Arimi, journaliste à la radio alternative. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum en Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assuré par Amina Hassan et à la réalisation Seini Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.